Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes et je reçois ce soir Eddy Hayt, conseiller régional d'Île-de-France et président de la Fédération yvelinoise du PRG, le Parti radical de gauche. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Eddy Hayt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 17 juin 1975, vous avez donc 41 ans si je ne me trompe pas. Okay. Merci de me le rappeler. Après avoir été assistant parlementaire au Parlement européen, vous obtenez votre premier mandat en mars 2004. Vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France sur la liste de Jean-Paul Huchon. Vous avez d'ailleurs été réélu en mars 2010, mais vous siégez cette fois dans l'opposition. Vous avez été maire également de Carrières-sous-Poissy de 2008 à 2014 et vous êtes maintenant conseiller municipal de cette même ville. Enfin, depuis février 2016, vous êtes conseiller spécial de la ministre de la fonction publique, Annick Girardin. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de votre ville, de Carrières-sous-Poissy, mais aussi, bien sûr, de la gauche et des prochaines échéances électorales. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors en cette rentrée, on va commencer par une actualité pas très gaie, mais qui a marqué l'été, qui a marqué les Français, dont on parle encore et encore, les attentats de Nice notamment et de Saint-Étienne de Rouvray. Vous êtes trésorier, je ne l'ai pas précisé là dans cette présentation, nationale de l'Association des communes, départements et régions pour la paix. Comment vous vivez tous ces événements, ce climat de peur, de violence, de suspicion ? L'ensemble des Français ont vécu un drame au lendemain de ces attentats. Je ne parle même pas des familles des victimes qui sont meurtries et dont il va être très difficile pour eux de tourner la page ou de pouvoir se reconstruire. Une cérémonie prochainement aura lieu à Nice le 14 octobre en présence du président de la République. Un hommage national, je pense qu'il était attendu, il était souhaitable. La culture de paix doit être réaffirmée au lendemain de ces attentats. Avec l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, nous véhiculons un message d'espoir, mais nous rappelons aussi qu'il faut au quotidien construire le vivre ensemble, le renouveler, et qu'il faut réaffirmer avec force le fait que toutes les cultures, les religions, les populations peuvent vivre ensemble. Et puisque nous parlons de culture de paix, vient à faire part, moi, de l'inquiétude qui est la mienne sur la façon dont nous traitons aujourd'hui le migrant dans le volet de son accueil aujourd'hui, et notamment dans les Yvelines où les déclarations de certains élus sont particulièrement inquiétantes. Alors justement, puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite. Le préfet a donc imposé à certaines communes de recevoir des migrants. Certains députés ont réagi, d'après vous, mal. Que faut-il faire avec ces personnes qui arrivent aux frontières de France ? Moi, je tiens à dire ici que je suis tout à fait favorable à ce que nous puissions aider le territoire de Calais à démanteler le camp de Calais. Il s'agit de relocaliser 9000 migrants sur le territoire de la France et 36 000 communes. Donc, d'un point de vue très technique, rien ne l'empêche aujourd'hui. Et je regrette que dans les Yvelines, ce département qui est riche, qui est doté de moyens, qui est doté d'élus que je pensais jusque-là assez généreux et républicains, n'entendent pas ce message de solidarité. Le préfet en appelle à la solidarité républicaine, l'État en appelle à la solidarité républicaine. Et que des élus, et 3 députés notamment, que ce soit David Douillet, Pierre Morange ou Jacques Miard, se soient permis pour des raisons cyniques, électoralistes, de rejeter comme ça d'un mouvement comme ça de la main cette générosité républicaine qui caractérise notre pays. Moi, je suis assez choqué parce qu'il ne s'agit pas d'une incompréhension, il ne s'agit pas d'incompétence. C'est un choix politique assumé que de rejeter l'autre. Et je crois que notre société, qui est déjà fragilisée, atteinte dans son modèle social suite aux attentats, n'a pas besoin nous rajoutions encore une difficulté et que nous sommions le trouble dans les esprits des citoyens et des citoyennes qui ont besoin d'être éclairés, et nos élus doivent éclairer la population. Mais est-ce que c'est la solution quand on sait que dans certains cas, on l'a vu par exemple en Alsace, ces migrants repartent à Calais parce qu'ils veulent absolument se retrouver au plus proche de l'Angleterre ? Est-ce que de les mettre un peu partout dans certaines communes de France, c'est la solution ? Il y a plusieurs sujets. Il y a la question à l'instant T, à court et à moyen terme, du démantèlement du camp. On ne peut pas laisser ainsi des migrants dans une telle situation. On a un devoir d'humanité, on le doit à ces populations-là. Et donc pour ça, il faut les installer. Il n'y aura pas de mini-camps. On est sur des volumes de 50, 100 personnes, des volumes maîtrisables, dans des structures qui peuvent être adaptées. Et donc ce discours du rejet de principe de l'autre est dangereux parce qu'il donne la victoire au Front National qui gagne aujourd'hui la bataille des esprits, avant de gagner, et je l'espère pas, la bataille politique. Et donc
c'est la première réponse qui doit être la nôtre. Ensuite, la question des flux migratoires doit se régler, mais elle se règle au niveau européen et elle se règle aussi à travers des politiques de coopération et de développement. Puis elle se gagne aussi en mettant fin au régime qui déstabilise les populations et qui crée ces mouvements migratoires. Aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au bout de la lutte contre Daesh notamment, pour ne pas dire en particulier. Alors, vous avez écrit récemment, pour revenir sur les attentats, que vous souteniez l'initiative du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui vise à bâtir un islam de France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, un islam de France ? Aujourd'hui, il se passe quoi ? On se déclare en guerre. Et donc, quand il y a une guerre, il y a un ennemi qu'on a désigné. Et aujourd'hui, pour l'opinion publique, et je le regrette, on désigne le musulman. On le désigne parce que c'est lui, à travers un islam guerrier qui aujourd'hui, dans certains pays, mène le combat contre l'Occident, et on considère que le musulman est potentiellement aujourd'hui un suspect. Et donc on voit bien que notre société se crispe aujourd'hui sur le fait religieux en général et sur la question musulmane en particulier. Donc que propose le ministre de l'Intérieur ? De donner une réponse et de clarifier les règles de fonctionnement. Le Conseil français du culte musulman initié sous Nicolas Sarkozy, qui a eu à l'époque une certaine intuition, n'a pas fonctionné. C'est un échec car il n'est pas représentatif. Donc aujourd'hui, il faut régler la question du dogme et de l'organisation du culte à travers les imams et la formation des imams. Il faut régler la question de la construction de lieux de culte et la question du financement de ces lieux de culte. Donc moi, je me félicite qu'on crée une association spécifiquement pour ça, qu'on relance la Fondation pour l'Islam de France qui va permettre de véhiculer une image positive de la culture de l'islam. Et donc là, on a des éléments et c'est en ça que je soutiens, moi, la proposition de Bernard Cazeneuve de construire un islam de France. Donc l'État doit être un peu intrusif dans cette histoire ou alors est-ce qu'il faut laisser justement les musulmans eux-mêmes prendre des initiatives ? Non, mais par principe, la religion musulmane n'a pas d'ecclésiologique, n'a pas d'organisation de son clergé. C'est pas le cas pour les catholiques, mais l'islam, il y a une situation qui nous interpelle aujourd'hui et qui, confronté à notre modèle républicain, révèle une incompatibilité sur son fonctionnement. Donc il faut simplement y répondre. Et on peut encore se cacher derrière un refus dogmatique de « nous n'avons pas organisé les cultes ». Il ne s'agit pas de faire un concordat avec la religion musulmane, mais il s'agit de donner les moyens de son organisation pour que l'opinion publique ou une partie des Français manipulés, mal éclairés ou mal intentionnés poursuivent sa stigmatisation du musulman aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas des citoyens musulmans, nous avons des citoyens français qui peuvent être de confession juive, musulmane ou catholique. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne stigmatise pas le catholique aujourd'hui. On considère que c'est le musulman qui est un problème pour notre République. Et donc là, c'est une vraie difficulté, parce que sous couvert de laïcité, on devient islamophobe. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, le laïc convaincu et profondément acharné à la défense de la valeur laïque de notre République ne peut pas accepter qu'au nom de la laïcité, on cautionne l'islamophobie. Par rapport à l'intégration de ces personnes et des étrangers en général, est-ce que les faire voter aux élections locales que vous soutenez, est-ce que c'est une des solutions ? Il y a plusieurs chemins qui doivent mener à l'intégration. Il y a la demande de naturalisation. Et moi, je comprends quand certains élus de droite ils disent qu'il n'y a pas besoin de donner le droit de vote, donc à faire le dossier de naturalisation. Certes, enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ça ne se passe pas comme ça, et c'est les mêmes qui disent qu'il ne faut pas naturaliser. Donc de toute façon, ça ne fonctionne pas le raisonnement qui est le leur. On peut considérer qu'aux élections locales, compte tenu de l'engagement de certains dans la vie associative, compte tenu du fait qu'ils participent à l'effort fiscal de notre pays, donc au redressement des comptes de la nation, compte tenu du fait qu'ils sont souvent issus de la première ou de la deuxième génération, donc qu'ils ont participé au développement économique de mon pays à Carrière-sous-Poissy, on avait un ancien foyer de travailleurs migrants, composé essentiellement de populations marocaines à l'époque venues du Moyen Atlas, c'est la raison pour laquelle on avait d'ailleurs jumelé Carrière-sous-Poissy avec la ville de Khénifra. Les gens venaient travailler pour l'industrie automobile. Et ces gens-là qui sont là depuis 20, 30 ans dans notre ville, participent à notre communauté, ne pourraient pas voter à l'élection locale. Je trouve ça particulièrement dommage et dangereux par rapport aux autres générations qui, elles, peuvent avoir le droit de vote et qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans notre modèle social et français. Un autre point qui a marqué l'été, alors beaucoup moins important, mais on est obligé malheureusement, parce qu'on a peu de temps de parler comme ça de tous les sujets assez rapidement, ça a été les inondations. Je vous en parle parce que Carrière-sous-Poissy et toute cette région-là a été pas mal marquée. C'est une ville qui a été l'une des plus touchées. On a vu la présidente de la région se déplacer là-bas. Quelques mois après, est-ce que la ville a pansé ses plaies ? Est-ce qu'on a eu toutes les aides qu'on attendait ? Est-ce que les habitants sont passés à autre chose ? Alors moi, je tiens déjà à saluer la visite de la présidente de la région Île-de-France. C'est pas politiquement correct de le faire, mais j'ai soutenu le dispositif qu'elle a mis en place d'aide aux communes pour les victimes des inondations. Il ne faut pas oublier qu'à Carrière, il n'y en a pas eu. Dans certaines villes, il y a eu des morts, il y a eu des victimes
profondément atteintes par ce drame qui a été les inondations, et pour certains qui ont perdu leurs biens, hein, donc ceux qu'ils avaient construits pendant toute une vie. Alors après, Carrière-sous-Poissy a été touché, a été reconnu en catastrophe naturelle par arrêté préfectoral. Néanmoins, on avait préparé la ville. Quand nous étions en place, nous avions mis en place un plan communal de sauvegarde en 2012 qui a été appliqué par mon remplaçant, et moi je m'en félicite, qui a permis l'évacuation de centaines de voitures, la possibilité de reloger un certain nombre d'habitants. Donc les choses étaient prêtes. Quand les communes se mettent au travail, elles sont capables de gérer ces faits-là. Maintenant, il faut mieux accompagner, il faut mieux gérer la question des milieux aquatiques, il faut mieux gérer la question des crues, et se réinterroger sur là où nous construisons aujourd'hui, souvent dans des zones qui ne doivent plus l'être parce qu'elles sont inondables. Parce que la Seine passe dans les Yvelines et un peu partout dans la région, et que c'est à la fois quelque chose de formidable pour ce coin, et en même temps, il faut y faire attention. Là, imaginez que ce n'était pas la crue de la Seine, c'est la crue de ses affluents. Si la Seine avait débordé en plus de ses affluents, on aurait connu un drame beaucoup plus important que celui que nous avons connu là. Puisqu'on parle de la Seine, je passe vraiment d'un sujet à un autre, mais puisque vous en avez parlé il y a pas très très longtemps, j'allais dire cette polémique, parce que ça rencontre aussi des pour et des contre des voies sur berge sur Paris. Est-ce qu'il faut les rendre aux piétons? Est-ce qu'il faut mélanger piétons, voitures? Est-ce que quand on sait les difficultés qu'ont les Parisiens, les Franciliens à circuler, est-ce que c'est une bonne idée? Alors le sujet est complexe. On ne peut pas le traiter d'une façon binaire en disant on est pour ou on est contre, et en même temps il faut choisir, parce que le débat il est posé ainsi. Moi j'ai pris le parti de me déclarer favorable à la piétonisation des voies sur berge à Paris, parce que j'ai un souci, celui de la qualité de l'air et de la santé publique. Et aujourd'hui, la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile cause près de 7000 victimes par an. Et donc, ça ne peut plus durer ainsi. Il faut des solutions. Il faut du dialogue, bien évidemment. Je crois que la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France s'envoient des messages régulièrement. Il faut qu'elles puissent s'entendre. Mais nous avons pris le parti à la région et le groupe que je préside de soutenir avec détermination ce projet de piétonisation. Il faut démarrer. Il faut un choc salutaire. Il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer ainsi, parce que plus il y a de routes, plus il y a de voitures. Plus il y a de voitures, plus il y en aura. Donc, effectivement, en Île-de-France, la situation des transports en commun n'est pas totalement satisfaisante, pour ne pas dire insatisfaisante en grande partie, car notre système aujourd'hui est arrivé au bout de l'exercice. Et donc, il faut véritablement, et je poursuis, aller jusqu'au bout du développement de nos infrastructures. Il faut accepter le covoiturage, il faut accepter la mise en place de parkings d'intérêt régional à proximité des grandes villes. Il faut que nous réalisions rapidement et sans délai et sans retard la ligne EOL, dite du RER, pour désenclaver l'ouest parisien. Et nous devons véritablement mettre un coup d'accélérateur sur la politique des transports en commun et collectifs en Île-de-France. Et aussi, avec les trains qui sont déjà là, éviter qu'il y ait des problèmes. Je vais quand même citer ce que disent mes confrères du Parisien. Si l'enfer des transports est sur Terre, il est à chercher dans les Yvelines pour les usagers du RER. C'est frappant. Pas tout à fait tort. Mais c'est aussi le quotidien de gens qui, tous les matins, tous les soirs, prennent ce train qui a du retard, où il y a des problèmes, qui est le dans un état pas possible. Le moindre caillou dans la chaussure, le moindre grain de sable fait dysfonctionner l'ensemble du système, parce qu'on est arrivé à une telle densité, à une telle saturation du réseau, que ça ne peut pas être autrement en cas de dysfonctionnement. Il y a aussi des actes de malveillance. Les gens sur les voies, pendant de nombreuses semaines, ont bloqué à la rentrée les cheminements des transports en commun. Et en même temps, la RATP, la SNCF, RFF, avec la région Île-de-France et le STIF, sous Jean-Paul Huchon précédemment et avec Madame Pécresse maintenant, poursuivent le travail de rénovation, de rééquipement des voies. Il faut faire le pari des transports collectifs. Alors c'est facile de dire ça, et en même temps, a-t-on le choix en Île-de-France aujourd'hui ? On a l'impression que c'est quand même la région la plus mal servie. Alors peut-être parce que justement, c'est là où il y a le plus de trains, où il y a le plus de gens qui le prennent aussi. Et quand on voit en région, c'est quand même déjà un peu plus confortable, un peu plus... Oui, mais les zones économiques, la volonté de se loger, elle est en Île-de-France aujourd'hui. Donc il faut aussi, il faut aussi mettre ses aspirations en phase avec ses ambitions professionnelles, économiques et de vie familiale. Aujourd'hui, il y a une situation, on métropolise les grandes zones urbaines.
Donc j'espère qu'on ne va pas faire le bilan dans 30 ans que c'est un échec, mais néanmoins il faut assumer cela. Et les mêmes qui veulent des routes sont les mêmes qui s'y opposent quand elles passent à proximité de leur quartier. Donc jouons la carte des transports collectifs, mais jouons-le collectivement, droite, gauche, de façon à montrer que nous sommes responsables face à l'usager et que nous devons trouver toutes les solutions. Car oui, moi je les comprends, ils ont le droit d'être en colère quand les trains sont annulés, qu'il n'y a pas d'information, mais c'est perfectible. Ils ont le droit d'être en colère quand ils ne peuvent pas, alors qu'ils payent leur abonnement, s'asseoir ou profiter d'un train propre, etc. Maintenant, la réalité, elle est celle-ci, et ils doivent nous bousculer. C'est-à-dire que les associations d'usagers doivent bousculer les élus, et nous devons bousculer l'État quand il n'y a pas assez d'engagement, la région Île-de-France quand elle ne va pas assez vite, les départements quand, pour des raisons politiques, refusent de financer un certain nombre d'équipements, et puis on doit tenir les délais des infrastructures, sinon ça ne peut pas fonctionner pour les gens. On ne pourra pas expliquer aux gens qu'il faut davantage aller dans les transports si la situation est infernale. Vous avez été, je ne l'ai pas précisé non plus, chargé de mission COP21 à la RATP pendant un an, on est en plein dedans. Que reste-t-il de ce grand rendez-vous ? On en a beaucoup parlé, et puis finalement, pas mal de pays n'ont pas signé. Finalement, est-ce que les Français ça avance très vite. Ouais. Maintenant, on a atteint le pourcentage nécessaire pour la mise en application. Il y a encore de très bonnes nouvelles qui ont été annoncées récemment. Le message est positif. Ce qui compte maintenant, c'est le fonds de financement. Se sont appropriés. Les débats citoyens, les concertations ont montré que les gens avaient conscience du défi écologique, pas simplement parce qu'il faut manger bio, pas simplement parce qu'il faut aller dans les parcs et jardins et parce que c'est sympa, mais c'est parce qu'il y a une question de survie de la planète. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer à polluer autant la planète sans qu'il y ait une conséquence. De plus en plus tôt dans l'année maintenant, on a consommé les richesses qui sont normalement nécessaires pour une année. Cette année, je crois qu'on était début août. Ça veut dire qu'à partir de la fin juillet, on avait déjà épuisé les richesses nécessaires pour l'humanité pour une année entière. C'est-à-dire qu'on hypothèque, on fait du crédit sur l'avenir en permanence, avec une population, une démographie qui augmente, avec des pays qui, pour certains, n'ont pas encore bien compris l'enjeu écologique, mais pour d'autres qui le font. La Chine a compris, les États-Unis ont compris. Maintenant, il va falloir investir clairement dans les nouvelles énergies et qu'il faut aussi que les gens comprennent qu'avoir 50 éoliennes en face de sa plage, c'est pas sale, parce qu'à un moment donné, ça produit de l'énergie propre, quoi. On parle tout de suite de votre nouvelle fonction ministérielle. L'hebdo politique. Alors Eddy Haid, vous êtes conseiller spécial de Madame Girardin. Alors en quoi cela consiste-t-il ? Puisque évidemment, conseiller spécial, il y en a sûrement plein autour d'un ministre. Alors en préalable, et je me dois de le dire, nous n'avons pas normalement l'habitude d'expliquer ce qu'est le travail auprès d'une ministre. Néanmoins, je peux préciser en quoi consiste le travail d'un conseiller spécial. Un cabinet ministériel est organisé avec un directeur adjoint de cabinet, un directeur de cabinet, un chef de cabinet, un chef adjoint de cabinet, des conseillers techniques et un certain nombre de conseillers dits politiques. Et le conseiller spécial est un conseiller politique auprès de la ministre qui l'accompagne dans un certain nombre de déplacements. J'en ai fait avec elle certains dans les Yvelines et je suis prochainement encore en déplacement avec elle à Montpellier, à Annonay. Nous étions il y a quelques jours encore à Auxerre. Elle était récemment en Tunisie. Nous accompagnons la ministre, nous l'aidons dans la mise en forme de son discours politique, parce qu'un ministre, certes, porte une action gouvernementale, mais porte aussi une vision pour le pays. Elle est au service des Français, donc la vocation d'être utile. Donc on accompagne, on conseille, on consulte, on reçoit. Nous avons encore récemment engagé toute une démarche sur la laïcité dans la fonction publique, puisque les agents ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Nous sommes le conseiller spécial que je suis, et dans cet accompagnement-là, je dirais, et de proximité avec la ministre, qui par ailleurs j'apprécie particulièrement sur le plan personnel, car c'est juste une ministre normale, et c'est très agréable de pouvoir travailler en confiance et en toute transparence et sincérité avec un membre de gouvernement. C'est aussi une ministre qui est dans un gouvernement qui vit pas très bien en ce moment, qui est d'abord à quelques mois d'une échéance qui va être importante, et qui, même si elle n'est pas évidemment elle très particulièrement mal vue, oui voilà, le gouvernement actuel n'a pas rencontré l'adhésion qu'on aurait pu penser. Le président normal, puisque vous dites que c'est une ministre normale, il se présentait comme un président normal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que n'a pas fait ou aurait dû faire François Hollande ? Et est-ce que, à votre niveau, au niveau d'un ministère, ça se ressent ? Si vous voulez, quand vous voyez que l'opinion publique ne comprend pas ce que vous faites ou n'adhère pas forcément aux mesures qui sont prises, ça interroge, ça interpelle. Et c'est quoi, c'est la communication qui a été mal faite ? Alors, je pense qu'au départ, alors c'est facile et tout le monde dit ça, il fallait expliquer le déficit du pays, il fallait expliquer l'état dans lequel nous étions. Et ça, je pense que ce travail d'audit doit être fait à chaque changement de majorité pour, en toute transparence, expliquer et dire aux Français ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Après, il y a peut-être eu des incompréhensions sur des sujets, loi sur le mariage
parrainage pour tous, le projet de déchéance de nationalité, la loi travail, la réforme du collège. Là, je liste des dossiers qui ont crispé et qui crispent encore. Parce que nous n'avons peut-être pas fait assez de travail de pédagogie. Maintenant, moi, je suis assez confiant, puis c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que je soutiens la majorité gouvernementale et travaille pour une ministre de ce gouvernement. Maintenant, ça n'empêche pas de dire ici, il faut corriger. Ici, attention, nous pouvons nous inquiéter quand les fonctionnaires, qui sont porteurs des valeurs de la République, aujourd'hui, pour une grande partie, décident de voter Front National. Et ça peut nous interroger aujourd'hui sur le message qui a été le nôtre ou le discours que nous n'avons pas tenu à leur attention. Puis moi, je suis partisan, là c'est à titre plus personnel, que nous nous réapproprions un discours républicain plus fort, avec le rôle d'un État plus réaffirmé. Aujourd'hui, les Français veulent être protégés, ils veulent aussi être mieux éclairés sur le coût des choses. Maintenant, ils veulent être davantage protégés. Ils veulent se sentir appartenir à un ensemble qui les protège et qui les fait progresser. Je pense que là-dessus, la gauche a une responsabilité particulière. Après, si vous voulez, si on veut un peu d'histoire politique et de sciences politiques, la gauche est un concept qui résiste difficilement à la réalité du pouvoir. Et paradoxalement, on n'attend rien de la droite. On attend simplement qu'elle prenne la place de la gauche. Et l'espérance est toujours portée par la gauche. Et donc, il nous faut très rapidement comprendre que nous devons renouer avec ce peuple de gauche en général et les Français en particulier. Mais moi, j'ai confiance. Il reviendra au président de la République de décider ce qui sera son choix, d'être candidat ou de ne pas l'être. Mais dans tous les cas, nous ferons face parce que ce qui s'annonce aujourd'hui à travers l'expression programmatique des candidats à la droite, à la primaire de la droite et du centre, m'inquiète, moi, sur la préservation du modèle social, du modèle républicain ou même de l'état de droit. Je crois que certains, et notamment Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, s'il devait être président de la République, menacent clairement les libertés individuelles à travers l'expression de ce qu'il propose aujourd'hui. Vous parliez de la gauche et du prochain président. Pour vous, c'est François Hollande ? Pour vous, il doit passer au-delà de la primaire, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de candidats à droite, mais il y en a aussi beaucoup à gauche. C'est un peu la fuite des ministres ou des personnalités, là, en ce moment, du gouvernement. Est-ce que c'est parce que, c'est les échéances, tout le monde se place, ou est-ce qu'il y a une... Alors, moi, j'ai pas de difficulté à assumer que la gauche est en partie fracturée. Je ne dis pas qu'elle est irréconciliable, mais elle est fracturée. Et il y a plusieurs gauches. Il y a une gauche libérale, il y a une gauche plus étatiste et plus planificatrice. Et il faut l'assumer. Il y a une gauche peut-être qui profite aussi de la chute dans l'opinion publique du président pour faire valoir des opportunismes. Bon, voilà, tout ça fait partie du jeu politique. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il faut s'en alerter quand même un peu. Le Parti radical de gauche, lui, vous savez, a sa propre procédure interne, va engager des conventions programmatiques thématiques sur l'Europe, la République, l'écologie, et va, fin novembre, début décembre, décider de l'organisation d'une convention présidentielle. Nous ne participons pas, à l'heure où je vous parle, à la primaire organisée par la belle alliance populaire proposée par le Parti socialiste. Nous avons des accords sur la forme, donc son fonctionnement, et sur le fond. Vous y aviez pensé à un moment ? Oui, nous avons pensé. J'ai même, moi, représenté le Parti radical de gauche au comité exécutif de la BAP avant que nous décidions collectivement de ne plus en être. Et la présidente Sylvia Pinel a eu raison de dire stop, nous reprenons aujourd'hui la liberté qui est la nôtre, tant que les clarifications ne seront pas faites. Vous aurez un candidat propre ? Nous souhaitons, s'il y a une primaire organisée à laquelle nous participions, en être. Après, qu'en sera-t-il si le président de la République en est alors que nous avons 3 ministres au gouvernement ? Ça, il reviendra à chacun et les militants en décideront. Et ensuite, si le constat est fait que nous ne pouvons pas travailler collégialement dans cette primaire d'abord ou dans un collectif de gauche ensuite, nous prendrons nos responsabilités. Le Parti radical de gauche, c'est le plus vieux parti de France. Il appartient au libéralisme de gauche. Il est pour une république égalitaire. Il portera son message. Si après tout le monde dit que de toute façon tout ça ne sert à rien, autant aller exprimer ses idées avec fierté, honnêteté et conviction. Et parmi toutes ces personnalités, je repose ma question, est-ce que François Hollande est l'homme de la situation ? S'il est candidat à sa succession, notre régime institutionnel fait qu'en tant que président de la République, il a une légitimité supérieure à d'autres à apporter la voix de la gauche. Maintenant, je vous dis, pour nous, c'est les militants qui décideront. Moi, à titre personnel, je considère que si le président de la République est candidat à sa succession, il va falloir que la gauche se mette en ordre de bataille. Moi, je peux comprendre que pour certains qui ont décidé qu'ils étaient en rupture totale et de façon irréconciliable avec le président, qu'ils n'y aillent pas, mais que tous les autres, que ce soit Benoît Hamon, qui est élu des Yvelines, que ce soit Arnaud Montebourg, que ce soit Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, ou d'autres qui aspirent à cet exercice de pré-présidentiel qu'est la primaire, à
à se remettre un petit peu en cause, en situation, et à peser auprès du candidat qui pourrait être François Hollande pour que les idées soient reprises et qu'on recadre les choses si elles doivent l'être. Je pense que la primaire peut être aussi, si le président de la République y va, un bon cadre pour remettre les choses d'équerre. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse l'aggiornamento de ce qu'a été notre gestion pendant ce quinquennat. Assumons-le. Des vrais débats de fond. Assumons-le, mais faisons-le vite, parce que il sera bientôt trop tard. Et aujourd'hui, c'est le populisme qui gagne aujourd'hui. C'est l'expression populiste qui se répand. Et puis derrière tout ça, il y a une grande muette qui est Marine Le Pen et qui pourtant, elle, n'attend qu'une chose, c'est d'ouvrir grand les bras au peuple français, qui vont le regretter très très vite si elle les entraîne. Et justement... Elle les étreint, pardon. On l'avait compris. Et justement, parmi les idées qu'elle véhicule, c'est évidemment les idées anti-européennes. Ajoutez à cela la sortie du Royaume-Uni cette année de l'Europe, ça vous inquiète tout ça ? Sur l'Europe, le FN dit quand même tout et n'importe quoi. Il attaque la Commission européenne alors qu'aujourd'hui l'Europe dysfonctionne parce que ce sont les États qui la gèrent. Il n'y a pas de pouvoir supranational en Europe. Moi, je suis favorable à une Europe fédérale sur des politiques publiques européennes identifiées. Je considère qu'il nous faut un noyau dur aujourd'hui pour rebondir et qu'il tarde à venir aujourd'hui. Parce qu'ils sont trop nombreux en Europe ? On est trop nombreux ? Peut-être. Maintenant, comment on pourrait dire à d'autres, vous venez pas. Par contre, il y a quand même un problème de valeur quand on voit ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui et qu'il est temps que là, si l'Europe avait un vrai pouvoir central, à sanctionner durablement. Seulement aujourd'hui, c'est le Conseil européen qui gère. Ce n'est pas la Commission européenne. Le Conseil européen décide des politiques publiques à mettre en œuvre ou pas en commun. Si nous n'avons pas su gérer la crise migratoire, c'est qu'à un moment donné, la souveraineté n'a pas été transférée sur les questions de sécurité, notamment de flux migratoires. Donc ça, il faut le gérer au niveau européen. Maintenant, le Brexit, il y a quand même un peuple qui s'est décidé aujourd'hui librement, avec une abstention qui n'est pas très élevée et un fort vote en faveur de la sortie de l'Union européenne. Alors certains nous disent, on nous a menti si on avait su, voilà. Enfin, à un moment donné, il faut que chacun accepte et assume la charge de citoyenneté qui est à la leur. Voilà. Il faut que les Britanniques comprennent aujourd'hui que s'ils veulent sortir, il faut qu'ils sortent vite. Voilà. En France, l'Europe a toujours été quand même un sujet un peu particulier aussi pour les Français. Je ne parle pas de ceux qui sont vraiment anti-européens. On a connu une histoire avec moi. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier la nation française. On a connu des votes qui sont passés de très très justes. Voilà. Peut-être qu'on a Pourquoi eu tort. Pourquoi est-ce que les Français n'arrivent pas à s'approprier cette idée européenne ? Peut-être qu'on a eu tort d'abord de faire fi du résultat du référendum en 2005 sur la Constitution européenne. Ça peut être. Et maintenant, notre histoire française est liée à celle de l'Europe en général et de l'Union européenne en particulier. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, nous avons réussi à résister à l'occupation allemande et nazie pendant la guerre ? C'est parce que les résistants au niveau européen se sont retrouvés pour porter une vision commune. Il faut voir le projet avant-gardiste qu'ils ont porté et qui a été sacrifié à la libération puisqu'on a fait le retour aux États-nations. Je pense que sans sacrifier la souveraineté nationale, on peut créer une souveraineté européenne à travers des politiques publiques sur la défense, sur une fiscalité commune, sur des grands chantiers. On ne va pas simplement dire qu'aujourd'hui, l'Europe c'est bien parce que Erasmus ça marche. Je veux dire, ça ne suffira pas à construire l'Europe. La jeunesse européenne construire attend... l'Europe, vous dites construire l'Europe. Parce qu'il faut la construire aujourd'hui. Parce que... Non, mais la construire sur un noyau qui fait qu'elle arrive à convaincre. Aujourd'hui, elle n'a pas convaincu. C'est quand même une réalité. Moi, je ne suis pas eurosceptique et personne ne peut faire ce procès-là. Donc il faut assumer d'aller plus loin. Le duo franco-allemand suffit pas ? Non, il ne suffit plus, manifestement. Il faut ouvrir à l'Italie, il faut ouvrir à des pays d'Europe de l'Est. Il ne faut pas les laisser s'enfermer aujourd'hui sur un retour un peu indépendantiste ou en tout cas nationaliste, comme c'est le cas avec la Hongrie. Il faut renouer avec les pays d'Europe du Sud, et il faut ouvrir. Moi, je suis favorable à ce que le bassin méditerranéen reprenne toute sa place en Europe et qu'on arrive à assumer nos coopérations avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Regardez comment on a si maltraité la Turquie qu'aujourd'hui, elle ne veut même plus venir. Ça ne sert à rien qu'on soit favorable à son entrée. De toute façon, on peut être contre. Elle n'a plus envie de venir en Union européenne tellement elle a été maltraitée. On est un petit peu tôt là pour faire les vœux, mais parce que ça va être en 2017 une année quand même importante. Qu'est-ce que vous souhaitez en premier pour votre pays ? Alors pour mon pays, moi, je souhaite qu'il s'apaise et que les communautés, même si je déteste utiliser ce mot, réapprennent à vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons des Français qui ont accepté le fait qu'ils ne souhaitaient plus vivre avec leurs voisins. Moi, je souhaite qu'on retrouve le sens des valeurs qui constituent la devise de notre République et notamment la valeur qui m'est la plus chère, celle de fraternité aujourd'hui. Et ça doit commencer par le local, justement ? Et ça commence par le local, ça commence par l'exemplarité des élus, qui ne doivent pas véhiculer sous raison électorale des messages préjudiciables. Ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe par la prise en compte de chacun de sa charge de citoyenneté. C'est trop facile de dire oui, il faudrait, et puis on n'a pas le temps parce qu'on est fatigué, etc. Non, il faut s'engager dans les partis politiques, dans les syndicats, ou réinventer des nouvelles formes de participation. Moi, Nuit debout, j'ai rien contre. Si quelqu'un se lève pour dire j'ai un message à dire, il faut lui donner la possibilité de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais bien qu'en 2007, on s'engage enfin vers une
6e République plus fraternelle, plus libre et plus à l'écoute des citoyens. Voilà les premiers vœux sur cette antenne, alors qu'on commence à peine à la rentrée. Merci Eddie Height d'avoir été notre invité. Vous pouvez retrouver cette émission, vous qui nous écoutez en podcast sur le site internet de votre radio. Merci à tous, bonne fin de dimanche et à la semaine prochaine.